Je suis la mascotte d'une société malfaisante. Le 14 décembre 2017, des millions de gens sont proprement stupéfaits, je pense qu'on peut le dire, en apprenant que Disney souhaite racheter la 20th Century Fox pour la coquette somme de 52 milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Qu'un studio, même comme Disney, ait les reins assez solides pour racheter la Fox semble fou. Bizarrement, un aussi gros deal ne se fait pas en un jour, il y a plein de monde à consulter et pas qu'aux USA. Il y a d'autres offres et donc des enchères, diverses autorités s'en mêlent, bref, le deal est finalement conclu le 20 mars 2019 pour 71 milliards de dollars. Or, parmi les séries détenues par la Fox, évidemment, on retrouve les Simpsons. Oh, je vois. Salut les Simpsons maniaques, et oui, je suis encore vivant, et devait bien arriver un moment où, outre faire une nouvelle vidéo, il faudrait que je parle des nouveaux épisodes, car même la vidéo sur les saisons HD remonte quand même. La vidéo elle-même n'était pas en HD, boule à honte. Il y a de quoi dire sur les années Disney, la preuve, la durée de cette vidéo comparée à la plupart des Simpsons Mania. Donc, depuis ce rachat de la Fox par Disney en 2019, des œuvres ont été plus ou moins bien gérées, et chez les fans des Simpsons, on se demandait quel sort Mickey allait bien pouvoir faire subir à la série en y posant ses mains gantées. Et c'était justifié, car en janvier de la même année, selon Variety, la Fox Broadcasting Company et Fox Television subissaient de plus en plus de pertes lors de la diffusion des épisodes, heureusement compensées par la syndication, à savoir la vente des droits de diffusion de leurs séries pour un temps donné à des chaînes câblées, sans parler du merchandising. Mais ils auraient pu se faire encore plus, car en 2019 donc, les contrats signés pour les rediffs dataient de pas mal d'années dans un secteur qui a vite changé. Bah oui, parce qu'à une époque, la syndication était reine, et des séries ont même été sauvées par ce biais. Les rediffs pouvaient rapporter très cher. Mais si le dernier contrat pour les Simpsons, signé en 2013, prenait désormais en compte les nouvelles habitudes des spectateurs, à savoir le streaming, entre-temps il a pris une sacrée ampleur quand la syndication a fortement décliné. Une renégociation du contrat aurait été bien pour la Fox, mais impossible avant des années, et même, paradoxalement, la série était moins rentable tant que des nouveaux épisodes étaient diffusés sur la Fox. Autant dire que pas mal de monde se disait « Ouais, donc quand Disney sera là, si elle peut empocher plus d'argent en débranchant la prise, elle ne va pas se priver. » Et même si la compagnie aux grandes oreilles décidait de maintenir la série en vie, beaucoup ont craint que les Simpsons changent en mal, qu'elle soit aseptisée, qu'elle baisse encore en qualité. Quand le tout premier épisode a été diffusé en 89, les téléspectateurs étaient d'accord sur un point. Ce n'était vraiment plus aussi drôle qu'avant. Que le merchandising devienne dingue, etc. Beaucoup de monde avait ou a encore un avis tranché sur la question. Alors essayons de démêler le vrai du faux. Avec maintenant pas mal d'années à passer à la loupe, voyons ce qu'il en est réellement. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a aujourd'hui aux USA 5 networks privés en langue anglaise, leur grande chaîne de télé gratuite à eux. D'abord ABC, CBS et NBC, les trois historiques qui ont commencé dans les années 40, la Fox depuis 1986, et The CW depuis 2006, issu de la fusion entre les chaînes Warner et UPN, toutes deux lancées en 1995. Or, alors oui, je simplifie, mais c'est parce qu'on ne va pas y passer 107 ans. Depuis 1996, Disney détient la chaîne ABC. Or, le FCC, qui aux États-Unis est en gros l'équivalent de l'Arcom chez nous, leur interdit de détenir plusieurs networks. Ils ne peuvent pas avoir ABC et la Fox en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que Disney détient la société de production des Simpsons, mais pas le network Fox qui la diffuse. Évidemment, c'est tellement simple. Non, c'est pas simple, c'est vachement compliqué. En effet. Plus concrètement, ça paraît dingue, mais Disney n'a pas le pouvoir d'annuler la diffusion des Simpsons sur la Fox. Seule la représentation des personnages Disney dans certains courts-métrages a été strictement encadrée. Mais évidemment, ce statut leur offre quand même certains pouvoirs, et si vous ajoutez à ça la confusion du grand public sur ce que détient vraiment Disney... Déjà que moi qui suis dans le coup, je comprends pas toujours. La méfiance restait de mise, d'autant que la série a été annoncée sur Disney+, moins d'un mois après le rachat de la Fox, et que, lorsqu'elle est arrivée, le recadrage d'épisodes en mode 16/9 a pourri des gags, un fameux exemple dans Ne lui jetez pas la première bière, étant le même tuyau qui amène les trois soi-disant différents types de bières. Donc c'est tout à fait normal que les gens s'y soient perdus sur ce que Disney pouvait faire ou non. Michael Price, producteur pour les Simpsons depuis 2002, a beau dire que Disney ne censure pas la série et qu'il les laisse faire leur boulot dans leur coin, évidemment, des gens restent sceptiques et voient ça comme un blabla lèche-bot. Et c'est également normal, ça se comprend que les gens pensent ça. Et puis après tout, pour complaire à Disney, le staff pourrait aussi tout simplement s'auto-censurer sans qu'on ne leur demande rien. Alors, voyons ça. Donc, rachat effectif en mars 2019, en pleine diffusion de la saison 30 des Simpsons, et alors que la production de la saison 31 était déjà bien entamée, et un mois après l'annonce de la future saison 32. Donc, en admettant que Disney ait été tout puissant, et qu'un de ses tout premiers gestes ait été de fourrer son nez dans les nouveaux épisodes en cours de gestation et de dire « Non, ça faut changer », on peut dire que l'ère Disney des Simpsons commence avec la saison 31, saison dont la diffusion a démarré fin 2019. J'aurais donc presque pu nommer cette vidéo les années 2020, mais question titre et miniature, les années Disney c'est nettement plus accrocheur.
Donc en novembre 2019, Disney Plus arrive aux USA avec les Simpsons, agrémenté de cette vidéo corporate friendly, avec le ton assez sarcastique des Simpsons. Homer Simpson here, proud addition to the Disney family and soon appearing on Disney+. I, for one, salute our new corporate overlords. Now, family, put on the mouse ears. You only get one chance to make a first impression. Je ne dis pas que c'est un monument de subversion, mais quand la Fox était seule maîtresse à bord, ils se foutaient d'eux plus ou moins gentiment. Alors, ils le font avec Disney aussi. J'en suis réduit aux supputations, mais ils ont pu vouloir voir ça comme un test, voir si déjà ça passait. Et chez Disney, ils ont apparemment été assez malins pour se dire qu'ils devaient accepter un peu de poil à gratter. Vous savez quoi? Je vais coincer cette balle entre vos dents. Disney Plus est arrivé en France le 7 avril 2020 avec tous les épisodes des Simpsons, et je peux vous dire que j'aurais tué à une époque pour ça. Ça ressemble tellement à un rêve de gosse, à un rêve de fan. Je imagine à l'époque où j'avais que quelques VHS Fabry achetés chez mon marchand de journaux, voire même les premières saisons en DVD. Tout d'un coup, je peux avoir 30 saisons d'un coup, quand je veux, comme ça, paf, mais j'aurais été fou. Mais le temps s'est chargé de faire de moi un vieux con blasé et gris, alors... Ça ne m'a pas laissé forcément froid, mais presque indifférent, si ce n'est que je pouvais voir plus facilement les nouveautés. Et donc, voir la série sur la plateforme a rendu les craintes des gens dont je viens de parler, plus concrètes. Ils vont faire quoi de la série? Et déjà, à eux, j'ai envie de dire, ça va, il y a déjà plus de 600 épisodes, même s'il arrêtait, vous allez survivre. D'autant qu'une partie non négligeable de ces gens prêts à s'indigner de ce que Disney allait faire de la série ne regardent plus ou très rarement les nouveaux épisodes, et parfois même le proclament, donc... Will this show never end? Enough! Pourtant, le temps passant, malgré quelques points négatifs que j'aborderai, les motifs d'espoir et quelques bons signes se sont multipliés. Déjà, l'équipe est restée assez stable. On est loin de ce que Disney a fait lors du rachat de Lucasfilm quand ils ont fermé quasi immédiatement le studio LucasArts, hein. Non, je sais qu'ils ont en quelque sorte rouvert, mais 12 ans plus tard, je n'ai pas encore pardonné ça à Disney, non. Mais je m'égare. On pourra me rétorquer pour la stabilité de l'équipe que c'est vrai pour le staff technique, mais que ce n'est pas le cas pour le casting, et d'accord, parlons-en. Donc, on a vu pas mal de personnages changer de voix pour diverses raisons. La première, avoir un casting plus inclusif. Je suis d'accord avec les personnes qui disent que le voice acting, ou pour simplifier, le doublage, c'est justement là que n'importe qui peut faire n'importe quel rôle. Sans la présence physique, l'illusion peut être totale. Donc c'est un peu dommage un changement de voix quand le comédien ou la comédienne originale peut encore. Cela dit, très franchement, pour les concernés, je trouve ça relativement discret. La différence vocale ne m'a pas sauté aux yeux, mais aux oreilles plutôt. Et ce n'est qu'en VO bien sûr, hein. Si vous regardez en VF, tout va bien, on s'en fout. On a gardé la même équipe, hein. Pierre, vous pouvez continuer les accents à la Michel Leb. Oh mais toi, vous vous êtes levé plus tôt pour utiliser les 2 bons de petit déjeuner gratuit sans nous attendre. Bref, dans la saison 32, on a pu désormais entendre l'acteur Alex Desert, reprenant dès le premier épisode diffusé, produit pour la saison 31, Carl à la place d'Hank Azaria, et dans l'épisode 13 de la même saison, Kevin Michael Richardson a repris le Dr Hibbert, la place d'Harry Shearer. Là, pour les gens farouchement opposés à l'idée, on rappellera quand même que Kevin Michael Richardson n'est pas un novice pour la série. Il était déjà apparu fréquemment dans Les Simpsons en invité. Harry Shearer, qui a eu ses mots sur la question, « J'ai une conception très simple du métier d'acteur. Le travail d'un acteur est d'interpréter quelqu'un qu'il n'est pas, c'est tout. C'est la définition du métier. Je ne suis pas un riche propriétaire de centrale nucléaire, je ne suis pas un chrétien pratiquant qui vit à côté d'Homère, je ne suis rien de tout ça. Je pense qu'il y a une confusion entre la représentation, qui est importante, et la performance. C'est jouer un rôle que l'on n'est pas. Les personnes de tous horizons devraient être représentées dans l'écriture et la production afin de contribuer au choix des histoires à raconter et aux connaissances à apporter. » D'autant que toujours dans cette saison 32, dans l'épisode 3, on a eu Eric Lopez qui a repris le rôle de... Frank Grimes Jr. Exactement. L'homme abeille, oui, ça inclut l'homme abeille. Ce personnage tellement important qui doit avoir en moyenne 4 répliques par saison. Était-ce vraiment nécessaire ? Par contre, oui, en personnage plus important, Kumiko, la femme du vendeur de BD, est désormais jouée par l'actrice japono-américaine Jenny Yokobori, c'est cool. Non, la VF, ça va toujours, ne vous en faites pas, Régine. Vous aussi, vous pouvez continuer les accents. C'est si malin. Quels autres trucs de grande et forte femme vous avez? C'est bien sûr une réaction à The Problem with Apu, qui est devenu le malaise avec Apu. À ce sujet, Hank Azaria a dit « On s'est tous figés, on ne savait plus quoi faire, le personnage s'est arrêté net de parler, et c'est devenu un plongeon dans l'inconnu. » Et en mai 2025, quand on demandait au showrunner Matt Selman, donc pas n'importe qui dans la série quoi, il répondait « Je ne veux pas parler d'Apu maintenant. Je ne sais pas. Oui, tu sens que le sujet est délicat pour eux, hein. Beaucoup de monde a été trop alarmiste quand en janvier 2020, le staff a dit que pour l'instant, ils allaient cesser de lui donner une voix. Beaucoup ont transformé ça et dit que ce personnage allait disparaître. Mais pour l'instant, il faut reconnaître... C'est à moitié vrai ça. Il est devenu muet, et s'il n'a pas disparu, n'apparaît ci et là que très discrètement, hein.
Je comprends que ce soit délicat, mais je maintiens que ce documentaire-là précise sans la mauvaise foi à plein nez avec certaines séquences, que ça fait surtout une représentation d'un personnage indien de moins à la télévision américaine, et qu'ils ont envoyé se faire foutre tous ceux qui l'aimaient ce personnage, dont des gens d'origine indienne, y compris le comédien de stand-up Akash Singh, qui en 2022 a demandé le retour d'Apu et dit que ce n'était pas raciste. Mais les avis divergeront toujours sur les questions épineuses, j'imagine. Au rang des choses plus positives, l'occasion d'avoir une nouvelle actrice sans reprendre une voix s'est présentée avec le personnage de Mrs. Payton, la nouvelle institutrice de Bart depuis la saison 33. Un des rares nouveaux personnages récurrents de la série, c'est cool, mais elle manque peut-être un peu de folie ou d'une personnalité affirmée à mon sens. Elle est un peu trop normale au milieu d'une ville de dingue. Elle est surtout dépeinte comme quelqu'un de pragmatique, voulant ménager la chèvre et le chou, ne pas vouloir enfoncer Bart, ni trop alarmer ses parents ou sa hiérarchie. Il manque encore la petite étincelle à mon sens qui lui donnera plus d'intérêt. Peut-être que ça viendra. On a vu aussi apparaître Maisie McWeldon. Oui, chez les changements des anciens personnages, j'avais dit un jour qu'ils avaient l'air de vouloir caser tous les gens esselés de Springfield, et après le vendeur de BD et Mo, voici Willy. Alors moi je dis à ce compte-là, vivement des épisodes où se mettront en couple Landouille qui dit toujours oui, Herman et Topman, tiens. Personne ne veut coucher avec Topman. Oh, va savoir Hans, ce n'est peut-être plus qu'une question de temps. Bref, oui, c'est au tour de ce bon vieux Willy de s'être marié dans la saison 35. Mais durant quelques années, le mystère s'est plutôt porté sur Maya. Donc, je ferai un bref rappel pour celles et ceux qui ont oublié. Dans la saison 20, Mo a une relation avec Maya, une femme de petite taille. Ils ont rompu pour cette raison car Mo n'a pas entièrement pu passer là-dessus. Mais ils se sont retrouvés des années plus tard et se sont fiancés dans la saison 33. Sauf que twist, après leur fiançailles dans la saison 33, rien. On n'a plus revu Maya ensuite, et Mo, dans certains épisodes, avait à nouveau vraiment l'air ultra solitaire. Sauf que retwist, très récemment, dans la saison 37, et l'épisode Men Behaving Manly, Mo révèle que, dans sa culture, les couples fiancés n'ont pas le droit de se voir pendant 5 ans, un clin d'œil des scénaristes au fait que Maya n'est pas apparue depuis quelques années. À la fin de l'épisode, ça semble être bon, sauf que la permissivité des timelines de la série fait que la mère de Mo intervient et dit qu'il leur reste 4 ans et demi à attendre. Ou en gros, ce que j'interprète comme un semi-aveu des scénaristes pour dire qu'ils ont mis cette sous-intrigue, mais que Mo finalement reste un meilleur personnage quand il est triste, seul et amer. Ambiance. Toujours le problème du statu quo. Ils veulent faire bouger les choses, mais souvent ne le font que quand ils sont pratiquement obligés. Maud et Enna sont restées mortes, mais c'est difficile de faire bouger une série qui vient de souffler ses 36 bougies. Certaines choses ne changeront jamais. Tenez, dans le dernier épisode de la saison 34, on nous montre que Raphaël, à savoir le seul personnage de la série qui a peut-être eu autant de boulots différents qu'Homer, va jusqu'à bosser en enfer, tant qu'à faire d'y aller franco, hein. Déjà que 27 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi, au lieu de faire un nouveau personnage, ils ont fait revenir Nick Callahan, personnage qui avait 4 répliques dans un épisode de la saison 9 et s'est volatilisé ensuite. Mais oui, le fait est qu'on sent que faire bouger les choses est un travail d'équilibriste pour la série, et que lorsqu'ils le font, ils doivent parfois revenir partiellement dessus. Prenez Patty et Salma, à une époque je voulais faire une vidéo sur elles, mais je n'avais pas assez de matière à mon goût sans tomber dans le « je recopie une page wiki ». Mais pour moi elles représentent quand même bien les rombières restées coincées dans les années 80-90. Au niveau de la mode, de leur mode de vie, toujours accro à MacGyver, toujours fumeuse, et oui d'accord, leur bateau c'est un poil plus moderne, mais un épisode quelques années plus tôt, tu sens que ça aurait été des diapos. Et on peut se demander jusqu'à quel point ça n'a pas démangé le staff de garder un projet de ce genre pour assumer à fond leur côté décalé avec les années 2020. Ce qui serait raccord avec leur voix, car je reviens sur les comédiens et comédiennes VO, mais clairement, une partie commence à se faire trop vieux pour ces conneries, et c'est particulièrement flagrant chez les membres les plus âgés du cast. Harry Shearer, qui a 82 ans, et fait entre autres la voix de Burns, de Ned Flanders, du principal Skinner, eh bien, là où Ned a la voix relativement claire normalement, la voici dans une ancienne saison. Very well. We'll have the trial tomorrow at the stroke of midnight. Till then, you're going to spend the day in hell. Désormais, parfois on a ça. I hear raised voices. How about we raise a glass of lemonade instead? Si vous avez l'habitude de Skinner en VO, on s'en rapproche clairement. I'm riding the bus today because mother hid my car keys to punish me for talking to a woman on the phone. Ou encore, je me souviens que, il y a un peu moins de 25 ans, quand j'ai commencé à découvrir la série en VO, la voix de Burns me surprenait car elle ne faisait pas voix de vieillard. Eh bien désormais, il commence à avoir vraiment la voix d'une personne âgée. Normal, sa voix est faite par une personne âgée. Who sent you, John Muir, Frederick Engels, Mike Doonesbury? Et chez la plus âgée des comédiennes pour les personnages de la famille, Julie Kavner a désormais 75 ans, et bah ça se sent là aussi. Régulièrement, elle ne tient plus Marge. Sa voix a toujours été éraillée et cassée, mais là, plus de 38 ans depuis les shorts, donc plus de la moitié de sa vie, elle n'y arrive plus toujours. Écoutez un extrait des vieilles saisons. You should warn people this episode is very frightening. Maybe they'd rather listen to that old War of the Worlds broadcast on NPR. Écoutez maintenant comme sa voix se barre ci et là. My wonderful babies, you went to all that trouble for me. I wasn't an afterthought. I was a thought.
Et j'ai pris des exemples ci et là, mais c'est régulier, hein. Le temps qui passe a mené d'ailleurs au retrait de Pamela Hayden pour se concentrer sur d'autres projets. Voix originale de Milouz depuis les débuts de la série, et même avant si vous vous souvenez, dès 1988, dans une publicité Butterfinger, ainsi que Todd Flanders et Jimbo Jones. Depuis la fin de la saison 36, c'est désormais le job de la chanteuse Kelly MacLeod, du clan des MacLeod. Ici, dans notre bonne vieille VF, enfin, salut aux quelques Québécois qui me regardent, désolé, on est stable depuis presque 15 ans. Mais l'air de rien, les historiques commencent à être relativement âgés, pardon à eux de le rappeler, mais on a désormais plusieurs qui sont septuagénaires bien tassés. Et, signe de ce temps qui passe, Christian Dura, le directeur artistique depuis les débuts de la série et adaptateur depuis 2008, a pris une retraite bien méritée en 2022, à 77 ans, et après donc 34 saisons à travailler sur la série. Qui pour le remplacer? Ah, William Corrin. Merci mon Dieu. Adaptateur de South Park et des premières saisons de Futurama. Oui, très bon signe. Et je suis désolé, sauf mon respect à Christian Dura qui a fait de l'excellent boulot, j'ai été un peu plus critique de son travail depuis quelques années. Désolé, hein, mais il y avait des erreurs par-ci par-là, faut bien le dire. Hein. Ça n'empêche pas tout ce qu'il a fait de cool à une époque. Mais là, que voulez-vous, le temps passe, tu vieillis et t'es peut-être moins inspiré. Cela dit, des fois, en voyant d'abord l'épisode en VO, je craignais de ce que ça donnerait en VF. Et parfois il m'a détrompé en sachant garder des bonnes refs. Comme par exemple ici avec ce dialogue à double sens, où Ned ne réalise pas que Gros Tony fait partie de la mafia. Are you a good fella? A good fella? Indeed I am. And I heard you're a wise guy. Êtes-vous affranchi? Un affranchi, c'est ce qu'on dit de moi. Et on dit que vous êtes du milieu. Tout va bien. Et depuis que William Corrin a repris les rênes, il fait plutôt du bon boulot. Il a su éviter le piège Sideshow Bob pour garder la VF et dire Mighty Bob. Et il s'en est bien tiré pour certains jeux de mots, comme ici avec whining, pleurnicher. Whine? Does she want me to stop whining? Stop, elle veut que j'arrête quoi? Vers plein? Plaindre? Tu veux que j'arrête de me plaindre? Ouais, bien joué. Après, mon côté chipoteur fait que je relève quand même des bugs ici et là. Par exemple, dans La nuit du salaire du minimum vital, dans la saison 35. Je vous situe le contexte. Marge, qui travaille dans une cuisine, est débordée et finit par hurler un gros mot bipé. Et vu ce qui en découle avec un employé, Kirk en l'occurrence, qui lui amène ceci, on se doute qu'il s'agissait de fuck. Et ce n'était pas évident de se dépêtrer de ça en VF, de faire comprendre que Kirk confond le gros mot avec un produit qu'il est censé apporter. Encore que j'en imagine 2 ou 3. Par exemple, ça pouvait être putain, et que Kirk dise « Oui, voilà du thym. Putain, du thym, bon, ça ressemble un peu à l'oreille. » Bon, c'est un exemple, hein, mais c'est pour dire qu'en cherchant bien, je pense que c'était jouable. Mais bon, si on estimait que c'était trop bancal d'adapter l'idée du gag, admettons. Par contre, ça débouche sur une erreur. Prends les pretzels d'Homer. Il se trouve qu'Homer, dans l'épisode, commande des plats en cachette dans la cuisine de Marge. Mais elle l'apprend plus tard dans l'épisode, donc ça ne colle pas. Et puis il y a toujours les problèmes des titres des épisodes. Bon, cela dit, ne jetons pas la pierre à Christian Dura ou William Corrin pour les traductions des titres, parce que j'ai demandé à William Corrin, qui a eu la gentillesse de me répondre, ce n'est pas lui, mais la production qui décide. Ce qui explique peut-être quelques massacres depuis des années. Du coup, c'est à la production que je vais adresser mes reproches. Plus énergique le point, fiston. Comme dans ce cas-là, Carl Carlson et le rodéo. J'ai envie de dire, merci pour le spoil, quand on voit l'épisode, on n'est pas censé le savoir en avance, hein. Et l'épisode Halloween de la saison 35, La Maison de l'Horreur, mais depuis des décennies, en VF, c'était Simpson Horror Show. Qui que ce soit qui soit responsable de ça, qu'est-ce que t'as pas compris? Mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais je me rends compte que j'ai fait une belle digression. Focus. J'étais censé parler de la crainte des gens de voir les Simpsons changer sous la houlette de Disney, quand ça n'est que très peu le cas. Alors allons-y. La principale chose que j'ai pu voir, c'est que la série serait plus gentillette et family friendly. Est-ce le cas? Eh bien, même si je dois dire en préambule que je ne sais pas qui a décrété que le fait que ce soit possiblement plus gentillet était plus important que de bonnes histoires, de bons gags, de l'émotion, etc., si vous pensiez que ce serait plus gentillet, non, car la réalité c'est que les gens font un mélange sur la répartition des rôles. Ok, oui, Disney formellement a du pouvoir et pourrait ingérer, mais dans les faits, si le staff des Simpsons doit se référer à qui de droit en cas de problème, ce n'est pas auprès de quelques pontes de Disney, mais auprès du président de Fox Entertainment, soit dans les années dont on parle, d'abord Charlie Collier, puis Rob Wade, qui l'a remplacé en 2022. Jugez par vous-même, voici quelques critères. Violence, langage, drogue, sexe, critique de la société. Commençons par la violence. Là en plus, vous avez clairement l'image, hein. Bon début, je trouve, mais allez, continuons. Bon, ça va? Ça vous suffit comme preuve ou... Ok, je continue, en plus il y a ça... Ça... Ça...
Attendez, mettez pause avant d'aller vomir, ce serait dommage de louper le reste de la vidéo. Bon, ça devrait suffire. La violence a-t-elle été atténuée sous Disney? Non. On ne jure plus alors, peut-être? Les gros mots sont bannis? Crappy old computer. Get your fat ass down here! Bastard! Bitch! 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 Pour une série animée qui passe sur Disney+, j'en ai jamais cru entendre bitch aussi souvent. Non, si on ne peut évidemment toujours pas dire les 7 mots interdits sur les networks américains, le vocabulaire reste plus châtié que dans un dessin animé plus grand public. Bon, la drogue peut-être. La série a fait 1 milliard de blagues sur la question avec les années, mais c'est un sujet sensible, dans un pays où les PSA contre la drogue à la télé ont marqué plusieurs générations. On évite de trop en parler? Eh bien... On aurait pas dû le laisser manger tous les Space Brownies au LSD. Elle tient le magasin d'artisanat en bas de la rue. Elle vend aussi de l'alcool et de la weed. On va la voir. Alors, je ne suis pas censé vous montrer ça, mais vous avez la chance qu'aujourd'hui, j'ai un peu fumé. T'as même testé de la weed? C'était pour mon épanouissement personnel. Non, pareil, là aussi, on n'hésite pas. Tout ce qui a trait à la sexualité alors? Alors, ça c'est intéressant car déjà, on sait qu'en général, même quand Disney annonce en inclure dans un film pour en faire parler, on sait qu'ils sont très frileux rapport à ce qui est par exemple l'homosexualité. Alors, quid chez les Simpsons? Ok, ça c'est de la triche. Mais là, par exemple, non. Et du reste, plusieurs fois, sans que ce soit une storyline ou un gag, on va voir un couple gay comme ça, sans faire un focus particulier, juste comme quelque chose d'ordinaire. Et autant j'adore certains vieux épisodes et certains vieux moments et gags super clichés, autant avoir aussi cette direction est quand même sacrément bienvenue. Bon après c'est vrai que les scènes où il y a du sexe ou de la nudité, ah bah non, là non plus, il y en a quand même. Déjà, il y a bien sûr Seul et tout pixelisé dans la saison 33, référence évidente à l'émission Naked and Afraid. Alors, on pourra me dire que c'est pixelisé, mais même comme ça, figurez-vous que ça a fait grincer quelques dents près de la chaîne. Mais c'est passé. Mais allez, d'autres exemples non pixelisés? Sinon, dans le premier épisode de la saison 35, on a ça. Right. Scheduled sex. Bien que ce soit dit de manière imagée par Marge, Homer n'arrive pas à avoir une érection et elle lui demande si c'est parce qu'il s'est masturbé avant. It seems like your lightsaber doesn't want to go schwung. Did you go Han Solo earlier tonight? Et plus tard, on a quand même les premières images d'une partie fine. Les Simpsons, le film. Parodie pornographique, dont la distribution nous fait l'amitié d'être là ce soir. On a le jeune Abraham, certes pixelisé, mais tout de même, et une partie de jambes en l'air entre Abraham et Agnès dans le même épisode. Hey, youpi! Oui, bah doucement, hein. Je peux pas, non, pas comme Le genou ne fonctionne plus. Non, ma Ah non, d'un petit bonhomme en bout. Donc comme quoi, vous avez la violence, les jurons, la drogue, le sexe, bref, tout va bien. Ah oui, peut-être qu'une partie d'entre vous s'en souvient, en octobre 2023, on a eu la fameuse polémique du fait qu'Homer n'étranglerait plus Bart soi-disant. Faux! C'est faux! Qui a causé beaucoup d'articles à cause de ce passage. Quelle poigne! Tu vois, Marge, étrangler le sale piti, apporter ses fruits. Non, je rigole, je fais plus ça depuis longtemps. C'est vrai, les temps ont changé. Sauf que les médias se sont encore emballés car, si... Espèce de sale... Animé par David Silverman en personne, s'il vous plaît. Et reste aussi la question, la série s'est fait un malin plaisir à critiquer la société depuis ses débuts, mais quelques personnes mal informées, probablement n'ayant pas vu les épisodes récents, ont parfois dit qu'elle le faisait à une époque, mais plus aujourd'hui. Ce qui, là encore, est faux. Le Make America Great Again est bien attaqué. You know what I'm thankful for? The filibuster. Let's talk about it. Avec Jimmy Fallon dans la foulée. He must get his sinister powers from his captive audience. Just like Jimmy Fallon. Oui, ils aiment bien égratigner Jimmy Fallon dans la série, je sais pas pourquoi. Il avait déjà fait dans la saison 16. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Si vous dites Jimmy Fallon, je saurais que vous mentez. Et le referont dans l'épisode d'Halloween de la saison 35. Shut up! You ruined Cowbell! Il a dû leur faire une crasse, je sais pas. Et je reviens sur l'épisode 14 de la saison 35, La nuit du salaire minimum vital, qui est une bonne critique des conditions de travail en Amérique, de la Startup Nation, des applis de livraison, des nouveaux milliardaires, et de la manière dont ils sont très doués pour dresser les gens les uns contre les autres. Marge Simpson, la chef syndicale. Marge, je serai aussi impartial qu'on peut l'être. Pourquoi affamez-vous l'Amérique entière avec vos exigences démesurées? La morale est d'ailleurs donnée de manière assez littérale par Marge à la fin. Je crois que la cupidité des personnes les plus égoïstes annihilera toujours tout espoir d'une vie décente pour le reste de l'humanité. L'épisode Le problème des pourboires est également pas mal de ce côté-là. Ton pourboire accidentel est devenu viral. Le rêve américain, c'est ça. Maintenant, on va être endetté jusqu'à la fin de notre vie. La réalité américaine, c'est ça. L'épisode finit même par parler, enfin chanter, sur le fait que ce ne soit pas ça en Europe.
Je pense qu'ils idéalisent l'Europe qui s'américanise pas mal à mon sens, mais c'est autre chose. Non vraiment, dans l'Amérique trumpiste, post-trumpiste, mais avec un Biden un peu gaga, puis à nouveau trumpiste, car oui, les seules années Disney ont suffi pour connaître tout ça, les Simpsons ne pouvaient pas rester muets. Quel que soit mon degré de nullité, je perdrai jamais mon travail. Je suis comme un juge de la Cour suprême. Entre parenthèses, ils ont encore échoué dans leur tentative d'avoir un ancien président dans la série. Ils ont demandé à Barack Obama, mais en 2024, année présidentielle, même s'il ne pouvait pas être candidat lui-même, il était trop occupé. Mais donc, outre le fait que je le redis, si je comprends que la subversion soit importante, l'essentiel reste de bonnes histoires et gags, je crois qu'on est fixé. Michael Price disait vrai, l'équipe habituelle a continué à bosser comme d'habitude, et le rachat de la Fox, sans être ignoré, n'a pas pesé sur eux. Alors ok, Disney utilise les Simpsons pour faire la promo d'autres trucs leur appartenant des fois. On peut légitimement se dire que c'est pas super pertinent. Mais bon, la Fox les utilisait déjà à toutes les sauces bien avant le rachat par Disney, hein, donc bon... Il y a aussi des initiatives cool, comme le Simpson Horror Show 31, qui a été diffusé en exclusivité 2 semaines en avance pour 500 personnes en 2020. Et bon sang, je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que j'aime les cartes promo de la série depuis des années. Mais qu'en est-il de la qualité globale de la série ? Elle avait baissé depuis déjà longtemps, si on écoute pas mal de monde, moi compris. Eh bien, je dois dire que j'étais souvent assez agréablement surpris ces dernières années. Mais il y a toujours un problème, cela dit, et il tient en un mot, inégal. Ça a presque toujours été un peu le cas, encore que certaines vieilles saisons, même les moins bons, restent très recommandables, mais là, bon sens que les dernières saisons peuvent donner du bon en épisode, quand le suivant t'as envie de dire « Quoi ?» Mais ils parviennent encore parfois à émouvoir selon moi, comme dans cet épisode. Ou bien, à nouveau au rayon abus médiatique, vous vous souvenez du foin pendant environ 3 jours, quand on a annoncé la mort de Larry, et que les sites internet faisaient des titres putaclic en parlant comme d'un personnage important, alors que même parmi les fans, la majorité ne connaissait pas son prénom, se figurant presque toujours dans le bar de mots. Je suis navré de vous décevoir, Larry. D'ailleurs, il y a bientôt 20 ans, je l'avais tué dans une de mes anciennes fanfictions, et c'est même pas une blague, je l'avais vraiment fait. En tant que personnage, franchement, on s'en fout. Mais, bizarrement, ça a donné un bon épisode, qui aurait cru qu'il pourrait nous émouvoir avec un figurant ? Et la série a aussi pas mal d'épisodes ou de passages que je n'ai pas forcément trouvé très drôles, mais qui au moins sont créatifs, comme ce choix stylistique dans un Simpson Horror Show, d'Estom, ou les concept art à la fin de Passa, tirés d'un concours sur le net, on a proposé aux fans américains d'envoyer des fan art effrayants de Krusty. Dans Les Saints de Springfield, on a un gag du canapé avec les Simpsons en laine, fait par Stupid Buddy Studios. C'est dur à prononcer. Il y a aussi le dernier épisode de la saison 34 qui, juste pour le kiff, nous case 750 personnages durant le générique, et l'épisode lui-même est assez créatif. A Corporate Love Story, dans la saison 35, après Derrière les rires, nous offre un autre bon documentaire. Et dans l'épisode Le clan de la maman des cavernes, il y a des moments originaux dans la caverne en question. Bon, je ne suis pas plus fan que ça, et je ne trouve pas que ça apporte tant que ça à l'épisode, mais c'est un autre problème. J'aime aussi les décors de cet autre épisode, et le premier de la saison 36, l'anniversaire de Bart, présenté par Conan O'Brien, outre critiquer l'IA, a l'idée de nous faire un faux dernier épisode, bourré de références et parfois très pointu. C'est presque dommage que ce ne soit pas le vrai dernier épisode. Pas parce que je veux forcément que la série s'arrête, encore que, mais parce que ça aurait fait un bon, vrai dernier épisode. On peut aussi parler de l'intro de l'épisode d'Halloween de la saison 36, et le visuel du jean dans le 3e acte. Ce qui vient également corroborer ce que j'ai dit il y a quelques années, la série a subi une baisse de budget, eh bien je ne l'ai jamais senti. D'un point de vue visuel, comme je viens de vous le dire, mais question musique aussi. Il y a pas mal de chansons originales du reste durant ces saisons, et beaucoup m'ont plu. Déjà écarté de la série il y a des années, Alf Clausen est hélas décédé en mai dernier, et je ne trouve vraiment pas que ses compositions fassent honte à son travail. Ah et puis l'air de rien, il y a pas mal de trucs qui ne sont pas libres de droit. Hein. Et, ça tombe sous le sens, on a toujours autant d'invités prestigieux que par le passé. Ah mais attendez, cette image n'inclut pas... Bref, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire. Donc, là aussi, tout va bien, on a plein de guests sympas. Dans l'épisode La musique de Gingivite... Ah, ce titre VF, la production française... Mais bref, dans cet épisode donc, on a même pour la première fois dans la série des invités sourds ou malentendants. Le fils de Murphy Gencive Sanglante étant sourd dans l'intrigue, on a vraiment recruté un comédien sourd, et d'autres dans ce même épisode. Bonne initiative. Tout ça fait que les brouettes de récompense de la série continuent à se remplir. Le Simpson Horror Show 33 a remporté l'Emmy du meilleur programme animé au nez et à la barbe de séries plus récentes. Et ouais les jeunes, Papy Simpson s'accroche. Mais bon, évidemment, il n'y a pas que du positif dans tout ça. Même si Disney n'interfère pas, encore, dans les nouveaux épisodes, et s'il n'est pas forcément responsable du négatif, les dernières années ont leur lot de problèmes aussi. Il y a bien sûr eu la grève des scénaristes de 2023, de mai à septembre. Grève légitime, hein, je dis juste que c'est problématique pour la série. Ça ne correspond pas tout à fait aux dates habituelles de l'écriture des scripts pour la prochaine saison des Simpsons, mais il y a des réécritures parfois jusqu'au dernier moment, sans oublier ce dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur l'écriture, qui a tristement bidé en termes de vues, s'il vous plaît, allez le voir, il est cool, à savoir que les dessinateurs ont aussi besoin des scénaristes pour les visuels.
Le fait est que la saison 35 est donc désormais la plus courte saison derrière la première, avec 18 épisodes. Ce qui reste très correct avec 22 épisodes pour la majorité des saisons. La saison 36 d'ailleurs remonte à 22 épisodes en comptant les exclus Disney+. Cela dit, c'est appelé à changer car Matt Groening a annoncé que désormais il n'y aurait que 17 épisodes par saison. Mais avoir un bon nombre d'épisodes c'est bien, encore faut-il voir la qualité et certains donc... Bon, voilà quoi. Vous vous souvenez de l'épisode où Krusty ouvre une école de clown mais où la mafia lui prend ? Non, pas celui-là, celui-là. Voilà, oui. C'est pas nouveau non plus, les scénars déjà vus mais un peu différents, j'en parlais dans d'anciennes vidéos, mais quand même, là vous allez un peu loin. Jesus, Allah, Buddha, Hashem, venez de mort, chef. Non, ne reprenez pas non plus vos anciens gags en moins bien, par pitié. Et puis la timeline est de plus en plus bordélique. Autant, même si on a déjà fait ce gag il y a des décennies, le coup du personnage qui ne sait plus à quelle époque il est né, vu qu'il a leur date de naissance de la saison 1 qui ne colle évidemment plus avec leur date de naissance actuelle, je veux bien, juste en clin d'œil. Sache que j'ai grandi dans un monde aussi cruel que celui-là, dans les années 30 ou 50 ou une décennie logique pour cette saison. Autant, un épisode comme celui-ci, ça fait bizarre de le voir branché années 80, c'est dur de s'y faire. D'autant que Homer qui a 6 ans en 1982, dans un épisode diffusé en 2024, ça le fait avoir 46 ans, ce qui est plus que d'ordinaire. Mais bref, vous pouvez me faire des tas d'épisodes futuristes, pas de soucis, je les classe en What If Stories. Mais je n'aime définitivement pas l'idée d'épisodes qui changent leur passé, même si ça amène des incongruités, je les oublie vite. Oui, certes, les Simpsons qui font partie de la classe moyenne, qui ont une plutôt belle maison, étaient encore normales dans les années 80, mais plus avec l'économie actuelle, mais ça, on ne passe pas tous les épisodes à se faire la réflexion. Forcément, ces quelques points négatifs sur la série dont je vous parle, ce sont loin d'être les seules raisons, mais ça finit aussi par peser sur les audiences. Audiences qui sont... Je comprends que la série ne soit plus du tout rentable juste avec sa première diffusion. Je me souviens il y a des années avoir fait un article sur Simpsons Park pour dire « Waouh, pour la première fois, un épisode est passé sous la barre des 5 millions !» Eh bien, c'est limite l'inverse maintenant. Dans cette décennie, un seul épisode a dépassé les 5 millions. Et voilà que depuis des années, t'as régulièrement des épisodes sous le million. Oui, même pas 1 million. Le final de la saison 36 a fait 0,54. 500 000 personnes sur une population de 340 millions d'habitants et sur un network. Oui, ok, il y a les replays, Internet et le déclin de la télé linéaire. Internet, hein? Mais quand même en France où on a 5 fois moins d'habitants, ce serait pas énorme sur une grande chaîne. Alors là-bas... Mais il faut dire que les Simpsons n'ont même plus forcément besoin de faire de l'audience sur la Fox. Enfin, ils seraient pas contre quand même, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a Disney+, et ça remplit le catalogue, donc ça va. Ce qui est corroboré par le fait qu'il y a désormais des épisodes exclusifs à la plateforme. Et pour info, de futurs épisodes exclusifs ont d'ailleurs été annoncés pour 2026. Il y a aussi des épisodes qui sur Disney+, sont parfois plus longs que lors de leur diffusion télé. Donc comme quoi, malgré tout, ça va. Ça va d'autant plus que les Simpsons ont été renouvelés pour 4 ans en printemps. Donc la saison 37 est diffusée depuis quelques mois, mais on en aura 40. Ce qui est bien, c'est qu'au moins sur Wikipédia, si vous tapez saison 37.2, vous tomberez quasiment que sur les Simpsons. À moins d'être fan d'Alerte Cobra, ce qui est votre droit le plus strict. Mais donc non, le film ne devrait pas être le point final. Et même maintenant qu'il a été repoussé de juillet au 3 septembre 2027, après toutes ces années, un mois et quelques de plus, ça ira, cette assertion de Bart dans ce vieil épisode reste vraie, puisqu'il a fait cette punition pour l'ouverture de la saison 19, le 23 septembre 2007. Donc techniquement, ça ne fera pas encore tout à fait 20 ans. Bref, pour revenir sur Disney+, et toujours au rayon critique, j'en ai eu une affaire à Disney+, France. Ils s'en contrecarrent tellement l'oignon des résumés d'épisodes. Je pourrais prendre n'importe quelle saison, il y a généralement un tiers des résumés qui vont, quelques autres qui passent à peu près, et plus ou moins une moitié qui est à virer. J'ai fait la saison 12 l'an dernier, j'ai choisi complètement au pif, mais je peux faire ça avec n'importe quelle saison, y compris une de l'ère Disney, Alors pour ne pas faire trop long, voyons juste 2 exemples qui se suivent. Le 17ème de la saison 35, punaise, mais c'est l'inverse! Et le 18ème de cette même saison, ouais, formellement, je suppose, oui, mais c'est quand même très littéral, Et puis sur Disney+, il y a aussi les courts-métrages moyennement intéressants qui se multiplient. Là où le court-métrage Rude journée pour Maggie avait eu une sortie cinéma avant l'âge de glace 4 et était court, simple et direct, on en a à ce jour 8 arrivés directement sur Disney+. Et ils sont clairement plus banals, trop autopromotionnels, pour ne pas dire que certains sont de grosses pubs, et parfois faits à la va-vite. Je vous mettrai le lien en description vers la vidéo d'un collègue, Nick, qui en a bien parlé. J'ai vu certains de ces courts-métrages, mais je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de les regarder. Ouais, je m'en fous. Je pourrais conclure en disant que le merchandising est devenu incontrôlé avec Disney, mais la réalité c'est qu'il était déjà avant, quand la Fox était seule à la barre. À la rigueur, putain, les prix, c'était aussi cher avant ? Mais on a quand même des trucs rigolos, comme saviez-vous qu'il y avait une poupée Funzo qui a véritablement été commercialisée ? Qui parle, qui bouge en partie, et j'aime bien sur la boîte le fait qu'il y ait marqué plus de 10 phrases, ce qui n'est absolument pas impressionnant, mais il faut dire qu'il y en avait 10 dans l'épisode.
Apparemment, plus précisément, il y en a 14, il y a donc eu du rajout, bravo. Par contre, si j'en crois les visuels, il n'y a pas de taille crayon comme dans l'épisode et ça c'est tout bonnement intolérable. Bon, au final, le fait que la série continue malgré le désintérêt de plein de monde est une pertinence qu'on peut questionner, quoiqu'elle reste intacte à certains moments comme je l'ai dit. Qu'en dire? Déjà que non, Disney n'a pas apporté tous les problèmes qu'on pouvait craindre pour la série, ils ont réservé ça pour les courts-métrages, mais que les réserves déjà présentes avant 2019 restent. Mais on trouve encore des pépites, malgré une équipe vieillissante. Du reste, Al Jean, qui était seul showrunner pendant un temps, est d'abord passé co-showrunner avec Matt Selman en 2020, qui officieusement occupait déjà plus ou moins ce poste d'ailleurs. Et finalement, lui a laissé les rênes. Le 2 novembre 2025 a été diffusé le dernier épisode où Al Jean était showrunner. Il n'a pas quitté la série, cela dit, il a juste pris du recul, il est désormais producteur consultant. Concrètement, il est présent aux lectures, peut pitcher des trucs, donner des conseils, etc. Être showrunner d'une série est déjà une tâche énorme, l'être pendant 23 années consécutives comme il l'a fait, c'est colossal. Et on peut ajouter quand il l'avait été dans les saisons 3 et 4 avec Mike Reiss. Quand Mike Reiss et moi avons pris les rênes après la saison 2, la pensée dans ma tête 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 était « Ne la laisse pas disparaître, ne sois pas la personne qui a mis fin aux Simpsons ». Ce que je peux dire sans crainte 35 ans plus tard, je ne suis pas la personne qui a mis fin. Mission accomplie. Et quant au fait que la série soit délaissée par de vieux fans, comme c'est illustré par certains épisodes, qui me fait penser aux gens sur internet sur les pages de fans qui mettent à 99% des gags sur les premières saisons et blaguent même sur le fait qu'ils refusent presque tous les gags de celles plus récentes, là encore, Al Jean a dit une belle chose. Quand je rencontre des gens qui regardent la série, j'en ai entendu certains dire « Mes parents séparés, j'étais vraiment déprimé, je regardais les Simpsons et ça me remontait ». Ça veut dire beaucoup pour moi, vraiment, d'avoir un job où tu peux vraiment faire ça. C'est un plus qui est vraiment incroyable. Et bon sang, c'est vrai, je peux aussi témoigner que la série m'a parfois aidé à des moments difficiles, et je suis persuadé que c'est le cas d'une partie d'entre vous. Alors si demain elle s'arrête, je dirais que ça va, on a tellement d'épisodes, mais qu'elle continue ne fait pas de mal. Et j'ajouterais que l'approche d'un deuxième film ne me déplaît pas quand même. J'étais là en salle pour le premier, je serai là pour le deuxième, et j'espère que vous aussi.